Imaginez, un instant, deux personnes à la croisée des chemins de leur vie. Appelons-les Alex. Appelons-les Ben. Tous deux sont profondément conscients d'une douleur persistante d'insatisfaction. Ils partagent le même rêve, une vie plus authentique, plus vibrante, plus en accord avec la personne qu'ils savent pouvoir être. Ils parlent de changement. Ils en écrivent dans leur journal. Ils peuvent presque savourer la liberté de l'autre côté de leurs circonstances actuelles. Tous deux comprennent, avec une clarté douloureuse, que leur situation actuelle ne leur est plus utile. Le chemin qu'ils empruntent est usé, fissuré, et ne mène nulle part où ils souhaitent vraiment aller. Tous deux ressentent l'appel d'un avenir différent, appelant par-delà un abîme d'incertitude. Avançons maintenant de 10 ans dans le futur, à ce jour même, le 22 juillet 2026. Le voyage n'a pas été facile, parsemé de faux pas et de moments de doute, mais ce fut un voyage en avant. Alex a une nouvelle carrière, vit dans une ville différente, est entouré de relations nourrissantes et réelles. L'ancienne douleur a disparu, remplacée par un sentiment tranquille de but et de contentement. Mais quand nous cherchons Ben, nous le trouvons presque exactement au même endroit où nous l'avons laissé il y a une décennie. Le même travail, les mêmes dynamiques relationnelles non résolues, la même souffrance silencieuse, maintenant gravée plus profondément sur ses traits, une partie permanente de sa posture. Qu'est-ce qui sépare Alex et Ben ? Quelle est la force invisible qui a permis à l'un de sauter tandis que l'autre est resté figé ? Notre premier instinct est souvent de le qualifier de différence de courage, de volonté ou de force intérieure. Nous pourrions dire qu'Alex était courageux et que Ben ne l'était pas. Nous pourrions juger Ben pour son inaction. Nous pourrions nous dire que nous serions comme Alex. Mais cette explication simpliste, ce récit de courage contre faiblesse, passe à côté d'une vérité beaucoup plus fondamentale et compatissante sur notre nature humaine. La vraie différence entre leurs histoires ne se trouve pas dans la mesure de leur cœur, mais dans le câblage complexe et ancien de leur cerveau. Ce n'est pas une histoire d'échec moral, mais d'un impératif biologique qui a guidé notre espèce pendant des millénaires. Pour comprendre pourquoi une personne change et une autre reste piégée, il faut regarder au-delà des jugements et voir les opérations cachées de l'organe qui gouverne nos choix, nos peurs et nos instincts. C'est dans le fonctionnement silencieux, souvent inconscient, du cerveau que le véritable drame se déroule. Pour saisir ce concept, nous devons d'abord accepter une prémisse assez humble. Votre cerveau n'a pas été conçu avant tout pour vous rendre heureux. Il n'a pas été conçu pour l'épanouissement, l'auto-réalisation. Ceux-ci peuvent être de merveilleux sous-produits d'une vie bien vécue, mais ce n'est pas sa fonction première. Au cours de millions d'années d'évolution, à travers d'innombrables générations confrontées à des menaces que nous pouvons à peine imaginer, le cerveau humain a été méticuleusement façonné par une directive singulière et primordiale, la survie. Sa mission principale est de vous maintenir en vie, de naviguer dans le monde d'une manière qui minimise les risques et maximise la probabilité de voir un autre lever de soleil. Toute autre fonction est secondaire par rapport à ce mandat fondamental. Cette directive primordiale de survie crée un biais puissant, souvent inconscient, dans nos esprits. Le cerveau fonctionne selon un principe simple et pragmatique. Ce qui est connu est sûr. Ce qui ne vous a pas encore tué est, par définition, une stratégie de survie. Le chemin connu, aussi parsemé de nids de poules ou bordé d'épines soit-il, est prévisible. Votre cerveau a déjà calculé les risques, cartographié le terrain de son inconfort et développé des mécanismes d'adaptation pour le supporter. Il a créé un modèle interne détaillé de cette réalité, lui permettant de fonctionner sur une sorte de pilote automatique économe en énergie. Le familier, même lorsqu'il est douloureux, nécessite moins d'énergie cognitive et est perçu comme moins menaçant que l'inconnu total. Pensez-y en termes d'exemples concrets et quotidiens que nous reconnaissons tous. Considérez la personne qui reste dans un travail d'entreprise qui lui broie l'âme. Elle redoute les lundis matins, compte les secondes jusqu'au vendredi soir, et sent son esprit créatif s'éteindre lentement sous les lumières fluorescentes. Pourtant elle reste. Pourquoi ? Parce que le travail, aussi misérable soit-il, procure un salaire prévisible, une routine connue et un ensemble de défis familiers. L'alternative ? Démissionner, chercher une nouvelle voie, faire face à une instabilité financière potentielle, et naviguer dans l'incertitude d'une nouvelle carrière est un vaste territoire inexploré. Le cerveau signale cet inconnu comme une menace significative pour la survie, même si l'âme crie à l'aventure.
Nous le voyons chez la personne qui reste dans une relation qui a depuis longtemps perdu son amour et sa connexion. Les frictions quotidiennes, les silences solitaires, le chagrin silencieux. Pourtant, cette douleur est familière. Le cerveau sait comment anticiper les disputes, comment naviguer dans le champ de mines émotionnelles et comment survivre à la douleur. La perspective de partir, de faire face à la solitude, de reconstruire une vie à partir de zéro, représente une perturbation massive de ses modèles prédictifs. Le cerveau, dans sa quête incessante de sécurité et de prévisibilité, conclura souvent que la souffrance familière de rester est préférable à la liberté terrifiante et incertaine de partir. De masquer la résistance, la science derrière le fait de rester coince. Cette préférence pour le familier n'est pas seulement une vague tendance psychologique, elle est enracinée dans des mécanismes cognitifs spécifiques et bien documentés. Ces raccourcis mentaux ou biais ont évolué pour nous aider à prendre des décisions rapides dans un monde complexe, mais ils peuvent aussi être les chaînes mêmes qui nous lient à notre souffrance. En comprenant ces mécanismes, nous pouvons commencer à les voir non pas comme des échecs personnels, mais comme des schémas prévisibles du fonctionnement cérébral. Le premier, et peut-être le plus puissant d'entre eux, est le biais de statu quo. C'est la préférence inhérente de notre cerveau pour l'état actuel des choses, sa tendance à considérer tout changement par rapport à la situation initiale comme une perte potentielle. Le biais de statu quo agit comme une attraction gravitationnelle douce mais persistante, nous maintenant dans notre orbite actuelle. Face à une décision, notre cerveau accorde automatiquement un poids supplémentaire à l'option de ne rien faire. Changer de cap exige de surmonter cette inertie initiale. Cela signifie que nous devons activement et avec effort nous opposer à ce réglage par défaut. C'est pourquoi faire un changement est beaucoup plus difficile que de rester immobile, même lorsque nous savons rationnellement que le changement serait bénéfique. L'acte de choisir la nouvelle voie nécessite une dépense significative d'énergie cognitive, quelque chose que notre cerveau, soucieux d'efficacité, est souvent réticent à fournir, surtout lorsqu'il perçoit la situation actuelle comme supportable. Travaillant de concert avec le biais de statu quo, il y a un autre principe psychologique puissant, l'aversion à la perte. Découvert et articulé par les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky, ce concept révèle une asymétrie fondamentale dans la façon dont nous traitons les gains et les pertes. En termes simples, la douleur de perdre quelque chose est psychologiquement environ 2 fois plus puissante que le plaisir de gagner quelque chose de valeur égale. Perdre 100 $ est bien pire que le plaisir de gagner 100 $. Cela a des implications profondes pour la prise de décision. Lorsque nous envisageons de quitter un emploi ou une relation familière, notre cerveau ne se contente pas de peser objectivement le pour et le contre. Il magnifie les pertes potentielles. Nous nous fixons sur ce que nous pourrions abandonner, le revenu stable, l'histoire partagée, la routine confortable, l'identité connue. Ces pertes potentielles nous semblent énormes et terrifiantes. Pendant ce temps, les gains potentiels d'une nouvelle vie, plus de bonheur, plus d'épanouissement, de meilleures relations, sont considérés comme incertains et abstraits. Ce ne sont que de simples possibilités. Face à une perte certaine et douloureuse versus un gain plaisant et incertain, le câblage du cerveau averse à la perte nous crie de nous en tenir à ce que nous avons. Les échos de la sagesse. Philosophie antique et neurosciences modernes. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que ces découvertes de pointe des neurosciences modernes et de la psychologie comportementale ne sont pas entièrement de nouvelles révélations. Elles sont, à bien des égards, une validation scientifique d'une sagesse transmise à travers les traditions philosophiques antiques pendant des siècles, bien avant que nous ayons des scanners IRMF pour cartographier l'activité cérébrale ou des expériences complexes pour démontrer les biais cognitifs. Des observateurs avisés de la condition humaine avaient déjà identifié ces schémas fondamentaux dans notre comportement. Ils ont peut-être utilisé un langage différent, parlant de l'âme de l'esprit et des vertus, mais leurs intuitions étaient remarquablement prémonitoires et résonnent profondément avec ce que nous apprenons aujourd'hui. Les philosophes stoïciens de la Grèce et de la Rome antique, par exemple, ont bâti une philosophie pratique entière autour de la compréhension et de la navigation de ces défis mêmes. Des penseurs comme Sénèque, Épictète, Marc Aurèle étaient des maîtres de l'introspection. Ils ont reconnu qu'une grande partie de la souffrance humaine ne provient pas des événements extérieurs eux-mêmes, mais de nos jugements et de nos réactions à ces événements. Ils ont compris que nos esprits créent souvent des prisons de notre propre fabrication,
construite à partir de la peur de l'inconnu et d'un attachement à des choses qui sont finalement hors de notre contrôle. Ils ont vu, avec une clarté étonnante, comment nous choisissons souvent l'esclavage d'une habitude familière plutôt que le travail difficile de cultiver la liberté intérieure. Les stoïciens enseignaient la préméditation des mots, praemeditatio malorum, qui consistait à imaginer de manière vivante les résultats négatifs potentiels. Perdre son emploi, perdre sa richesse, perdre ses proches. Le but n'était pas d'être morbide, mais de répéter mentalement la perte afin de la dépouiller de sa terreur. En rendant l'inconnu redouté plus familier, ils pirataient, en substance, l'aversion du cerveau à la perte. Ils s'entraînaient à voir que même après une grande perte, ils posséderaient toujours leur propre esprit, leur propre caractère et leur propre capacité à choisir comment réagir. C'est le cœur de leur philosophie. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Cette sagesse antique forme un parallèle magnifique et puissant avec notre compréhension moderne. L'accent mis par les stoïciens sur la séparation des événements extérieurs de nos jugements internes est un précurseur direct de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, une pierre angulaire de la psychologie moderne. Leur accent sur la compréhension de nos propres pièges mentaux s'aligne parfaitement avec la recherche sur les biais cognitifs. Ils n'avaient pas le vocabulaire scientifique pour parler de la réponse de menace de l'amygdale ou de l'aversion à la perte, mais ils en comprenaient parfaitement les résultats. Ils savaient que la première étape vers la libération n'était pas de changer le monde, mais de comprendre le fonctionnement de son propre esprit et de choisir, délibérément, une réponse différente. La loi d'Obgentis, un moment de révélation. Nous avons parcouru des histoires personnelles, exploré le mandat de survie du cerveau, lié la science moderne à la sagesse antique. Nous avons vu comment le biais de statu quo, l'aversion à la perte et la nature prédictive de notre cerveau conspirent pour nous maintenir ancrés dans des havres familiers, même lorsque ces havres sont des lieux de douleur. Cette exploration nous amène à une vérité centrale et clarifiante. C'est un principe si fondamental à cet aspect de la condition humaine qu'il mérite d'être énoncé avec clarté et simplicité. C'est une observation qui peut agir comme une clé, débloquant un nouveau niveau de conscience de soi. Appelons-la la loi d'Obgentis, numéro 1. C'est une phrase simple, mais c'est une phrase qui porte le poids de notre histoire évolutive, de notre constitution psychologique et de nos luttes les plus profondes et les plus privées. Elle explique le mystère de l'inertie de Ben et du bond éventuel d'Alex. Elle donne un nom à la force invisible qui peut nous retenir captifs pendant des années, voire des décennies. Ce n'est pas un jugement, mais une observation. Ce n'est pas une phrase de malheur, mais un outil de diagnostic. Avant de l'énoncer, je veux que vous lui prépariez un espace dans votre esprit. Laissez-la atterrir sans résistance ni justification immédiate. Laissez-la simplement être. La voici. Le cerveau préfère souvent une souffrance familière à une liberté incertaine. Marquez une pause un instant. Laissez cette phrase respirer. Relisez-la lentement. Une souffrance familière, une liberté incertaine. Ressentez la vérité de cela dans les histoires que vous connaissez, dans les choix dont vous avez été témoin, et peut-être dans les recoins silencieux de votre propre vie. Ce n'est pas une déclaration de défaite. Cela ne signifie pas que le changement est impossible ou que vous êtes condamné à répéter vos schémas pour toujours. Au contraire, cette loi est le début de la libération. Parce que vous ne pouvez pas résoudre un problème que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas échapper à une prison dont les barreaux vous sont invisibles. Nommer cette dynamique est la première et la plus cruciale des étapes. Cela déplace le problème du domaine de l'échec personnel. Je suis faible, je suis un lâche, je manque de volonté au domaine du mécanisme compréhensible, mon cerveau est câblé pour éviter les menaces incertaines. Ce changement est tout. Il remplace le blâme de soi par l'autocompassion. Il remplace la honte par la curiosité. Voir cette loi à l'œuvre en vous n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de profonde conscience de soi. C'est le moment où vous cessez de vous battre aveuglément dans le noir et allumez enfin la lumière pour voir la disposition de la pièce où vous vous trouvez. Section 7. Le premier pas vers la liberté. La connaissance comme clé. Alors, où cela nous mène-t-il? Si nos cerveaux sont câblés pour préférer le misérable méconnu, sommes-nous simplement des marionnettes de notre ancienne biologie? La réponse est un non retentissant. La loi d'Obgentis n'est pas une condamnation à vie, c'est un manuel d'utilisation. Comprendre ce mécanisme est précisément ce qui vous donne le pouvoir de le maîtriser. La vraie liberté ne commence pas par un grand saut héroïque dans l'inconnu.
Elle commence par un moment de reconnaissance tranquille. Elle commence par l'acte simple et courageux d'observer votre propre esprit au travail sans jugement. Le chemin vers le changement n'est donc pas une décision unique et dramatique, mais une série de petits actes intentionnels de rébellion contre les réglages par défaut de votre cerveau. Cela commence par changer votre monologue interne. Au lieu de vous réprimander pour votre peur, vous pouvez la reconnaître avec compassion. Ah, la voilà. Mon cerveau signale cela comme une menace parce que c'est nouveau et incertain. Merci, cerveau, d'essayer de me garder en sécurité. Je vois ce que tu fais. Ce simple acte de remarquer et de nommer crée un espace entre la peur et votre réaction à celle-ci. Dans cet espace se trouve votre liberté de choisir différemment. Commencez petit. Le but n'est pas de bouleverser immédiatement toute votre vie, ce qui déclencherait toutes les alarmes du système de détection des menaces de votre cerveau. Le but est de mettre à jour doucement et avec persistance les modèles prédictifs de votre cerveau. Prenez un chemin différent pour aller au travail. Commandez quelque chose de nouveau au menu. Ayez une conversation légèrement plus honnête que d'habitude. Chaque petit acte de nouveauté qui ne se traduit pas par un désastre envoie d'un message puissant à votre cerveau. Vous voyez, l'inconnu n'est pas toujours catastrophique. Nous pouvons gérer cela. Ces petites victoires sont comme des points de données qui recalibrent lentement votre GPS interne. Rappelez-vous l'histoire d'Alex et Ben. La différence n'était pas qu'Alex était sans peur. La différence était qu'à un moment donné, Alex a commencé à comprendre la nature de la peur et a choisi de faire de petits pas gérables malgré elle. Le vrai courage n'est pas l'absence de peur, c'est la volonté d'agir tout en ayant peur. Comprendre cette attraction biologique profonde vers la souffrance familière est votre premier acte de courage. C'est la connaissance qui vous transforme d'une victime passive de votre propre câblage en un participant actif de votre propre libération. Vous savez maintenant pourquoi vous restez. Et parce que vous savez, vous pouvez enfin commencer à choisir, doucement et délibérément, de partir. Comprendre l'humain. Pause. Pour mieux vivre.